Bienvenue sur le podcast Solo to CEO, le podcast qui aide les entrepreneurs à passer du chaos à la croissance structurée. Je suis Aurélia, l'hôte de ce podcast et OBM. J'aide les infopreneurs à croître en les déchargeant de la gestion opérationnelle de leur bise. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Yann dans cet épisode. Hello Yann, comment tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Ben, merci à toi. Est-ce que tu peux, du coup, pour commencer, nous dire un petit peu en quelques mots qui tu es et ce que tu fais? Yes, donc moi c'est Yann Nolwenn. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai un organisme de formation et une boîte de consulting également. L'organisme de formation, on va accompagner notamment les femmes en reconversion professionnelle dans le milieu de l'esthétique. C'est ma plus grosse boîte aujourd'hui. Et à côté, j'ai également, comme je disais, j'ai lancé il y a depuis 2 mois un accompagnement pour justement pour les entrepreneurs et leur permettre de mieux gérer la croissance dans leur boîte. Très bien, ok. Et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet là. Est-ce qu'il Yes. y a un moment où tu t'es senti complètement bloqué ou dépassé par ton business? Et comment tu as surmonté ça? Tous les jours. Je pense que c'est l'adage, hein. Si t'es pas bloqué dans ton business, c'est que tu vas pas assez vite. Ouais. Donc, donc tous les jours, il y a des défis, tous les jours, il y a des choses à surmonter. Et la seule façon de le faire, c'est de passer à l'action et de faire des erreurs, tout simplement. Et c'est risquer de faire l'erreur pour justement apprendre le plus rapidement possible et itérer et recommencer et trouver la solution jusqu'au prochain problème. Ça fait combien de temps que tu as lancé ton activité? L'activité, donc celle-ci, ça fait 2020, fin 2021, début 2022, donc 3 ans. D'accord, très bien. Et justement, est-ce que tu veux nous partager tes intentions? Quels sont tes objectifs hein, pour allez, d'ici un an? Euh, Avec l'organisme de formation, on continue sur une vitesse de croisière. Moi, j'aime bien dire, on est plutôt des tortues où on avance tranquillement, on se cale pas trop vite, on fait attention au delivery, parce que c'est très facile de vendre, c'est beaucoup plus difficile de délivrer. Donc là-dessus, je suis assez, disons que le frein à main, il est toujours un petit peu en place, si tu veux, pour justement pour éviter d'aller trop vite et de se faire dépasser. Mhm. C'est continuer de structurer, continuer de délivrer, continuer d'avoir une très une très bonne notoriété également. C'est très important pour moi. Parce que dans le secteur dans lequel j'ai décidé de lancer l'organisme de formation, c'est pas du tout moi qui suis mis en avant, c'est pas du tout une niche que je connais. J'ai juste pris mes compétences, j'ai saisi une opportunité et je me suis lancé. Donc j'ai dû très très vite aussi trouver des personnes pour pas me remplacer, mais pour littéralement effectuer la formation. Donc d'ici un an, c'est juste faire plus, faire mieux et continuer à toujours bah, être les meilleurs tout simplement. Superbe. Et à quoi ressemblerait justement ton business idéal dans 5 ans? Quel impact tu veux avoir? Euh, L'impact, on l'a déjà aujourd'hui. Mhm. Donc c'est continuer sur ce même impact, hein. C'est justement transformer la vie de ces femmes-là, notamment dans l'organisme de formation, où on leur permet de vraiment de se reconvertir dans un domaine qui les passionne. Ça c'est très important et de leur donner tout, euh, tout plein de munitions en fait à leur arc pour pouvoir justement avancer sereinement dans leurs compétences. Donc c'est simplement continuer, mais peut-être en faisant de nouvelles formations, en trouvant de nouvelles choses à réaliser pour elles sur cette partie-là. Après, comme je disais, il y a aussi la partie consulting où là, évidemment, on a les Américains qui nous aspirent pas mal, donc on a envie aussi d'être la référence, de pouvoir accompagner aussi des centaines d'entrepreneurs à, à, à scaler, mais scaler intelligemment. Mhm. Ok. Et pourquoi, alors, au niveau de la cible, pourquoi tu as choisi de servir les femmes? En fait, je disais tout à l'heure, c'est une opportunité. J'ai Ah, vraiment une voilà. opportunité en fait que j'ai saisie en 2021 du coup. Franchement, rien ne me prêtait à aller là-dedans. C'est juste que, au lieu comme on dit, hein, à force de refuser des opportunités, elles arrêtent d'arriver. Donc, au bout d'un moment, en fait, on accepte certaines choses qui arrivent et on se dit, OK, je lance, on verra ce que ça donne. Et le résultat, donc c'est 3 ans Ouais. de bons résultats et on continue sur cette lancée.
Super. Et à quel moment tu te rappelles, c'est quand tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de indépendant à CEO, chef d'entreprise, à je commence à déléguer à une équipe peut-être de freelance ou de salariés, tu vas nous en parler après. Est-ce que tu te rappelles des signes déclencheurs? Bah ouais, j'ai commencé freelance. De toute façon, j'ai commencé freelance en 2018-2019, où au début, j'étais votre prestataire de service. Où, je me suis mis à apprendre. Moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là à la base, hein. Le marketing, j'y connaissais rien. L'entrepreneuriat, j'y connaissais rien. Je connaissais même pas ce que ça, je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, j'ai découvert ça très tard, hein. J'ai découvert ça, je devais avoir 30 ans, du coup. Mais avant, inconnu au bataillon, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Je n'en ai aucune idée. J'ai commencé donc à apprendre les publicités Facebook, à apprendre tout ce qui était ManyChat, qui est beaucoup plus connu aujourd'hui qu'avant, à apprendre les stratégies webinaires, etc., etc. Mais au final, moi, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais créé un autre métier, en fait. Enfin, je m'étais créé une nouvelle contrainte. J'étais pas le maître de mon temps. Je suis freelance, c'est pas mal le patron. Le patron, c'est mes clients. Clairement, c'est quelque chose que j'ai vite, comment dire, identifié. Donc, euh, suite à ça, comme je disais, je saisis une opportunité. Puis voilà, comme je ne pouvais pas être le formateur sur la formation que j'avais choisie, j'ai décidé tout de suite de m'entourer euh, d'abord de mon cercle proche, trouver la personne qui allait être compétente dans la formation qu'on avait ciblée. Et puis, au fur et à mesure, euh, à chaque fois que j'étais bloqué en termes de compétences sur un élément, je recrutais une personne qui était censée être meilleure que moi sur cette partie-là. Et puis, du coup, on avance comme ça, en fait. Hmm. Donc tu m'as dit, au départ, c'était des proches, de ton cercle proche que tu Oui, as... c'est ça. Cercle proche, ouais. Moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup mon cercle proche en premier quand je recherche quelqu'un. Premier cercle, second cercle. Euh, et ensuite, on essaye si ça marche, si ça casse. Et puis, beaucoup de communication comment dire, pour avancer, quoi, parce que des fois, disons que moi je suis aussi un ancien militaire, et du coup, mon ancien langage, c'est t'as le droit de pas être d'accord, c'est pas négociable. J'ai appris à négocier. Parce que voilà, c'était pas forcément la bonne façon de faire dans cette nouvelle vie, donc j'ai dû mettre un peu de bienveillance. C'est pas de la bienveillance, ouais, c'est de la bienveillance dans la franchise et dans la, dans la communication. Ok. Est-ce que tu te rappelles au tout début, l'erreur, est-ce que tu aurais fait une erreur quand tu as commencé à déléguer pour la première fois? Comment tu aurais pu l'éviter? Alors, je suis pas sûr de enfin, je pense que j'ai un peu fait cette erreur-là. Euh, les gens confondent très souvent déléguer et abdiquer. Mhm. Euh, Au début, on a presque envie de déléguer pour se débarrasser d'une chose et ne plus en entendre parler. Euh, et du coup, en fait, on abdique. Et très généralement, quand ça se passe comme ça, hasard, tout se passe mal. Déléguer, oui, et prendre le temps, faire du shadow au début. Le shadow, c'est quoi? C'est pas je recrute, mais la personne, c'est mon ombre pendant un mois, 2 mois. Je la guide en fait, de A à Z pour lui donner les process, pour être certain qu'elle ait compris, être disponible et tout doucement lui laisser de plus en plus de, 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 de main-d'œuvre en fait et de liberté surtout. Ouais, c'est pas juste recruter et donner la tâche et dire oh, bon bah je peux entendre parler, débrouille-toi. C'est ok, tous les jours tu fais au début c'est tous les jours, après c'est toutes les semaines, après c'est tous les mois et après c'est autonomie et on reste sur tous les mois parce que faut pas non plus déconner. Euh, j'ai besoin de ces informations-là quoi. Trop bien. Mais du coup, tu vois, cette démarche que tu es en train de dire là, de faire ce shadow, tu l'avais dès le départ? Tu savais que ce que c'était vraiment que de déléguer? Ou tu l'as Euh, appris avec le temps? En fait, ça va dépendre parce qu'en fait, il y a des points où justement on le fait naturellement parce qu'on sait que ce poste-là, par exemple, tout ce qui va être euh, des points que je maîtrise et que je veux déléguer, je vais prendre le temps de le déléguer parce que je sais que c'est important. Mais des points que je maîtrise pas, je vais vouloir trouver la personne et ensuite, ok, occupe-toi-en et je veux plus en entendre parler. Et justement, c'est là-dessus où en fait, faut prendre le temps de dire, ok, je vais apprendre avec toi. Je vais te demander de m'accompagner sur de ce point-là parce que
Je ne sais pas tout. Ça, j'ai eu beaucoup de mal aussi à l'avouer au début. C'est que j'ai beau être le patron, il y a des choses que je sais pas. Donc, j'ai besoin de toi pour que tu m'accompagnes là-dessus. Est-ce que tu en es capable pour qu'on puisse avancer et créer ensemble les SOP, créer ensemble euh, toute la partie qui sera ensuite la sienne. Trop bien. Il y a quelque chose que j'ai remarqué quand j'accompagne mes clients à structurer leur business. L'un des blocages fréquents, c'est le passage justement de l'opérationnel à un rôle un peu plus stratégique. Ils ont du mal à lâcher prise et à déléguer sans micromanager. Est-ce que tu as ressenti ça aussi au début? Euh, non. Après, je pense que on peut contrôler sans micromanager en fait. Hmm. Donc moi personnellement, je suis toujours dans l'opérationnel. On a beau être là, on est 14 dans l'équipe. Ouais. Euh, je suis toujours dans l'opérationnel et c'est important pour moi de rester dans l'opérationnel. Vouloir ce rôle stratégique, pour moi, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Et se faire passer pour un CEO parce que je suis CEO, du coup, je vais pas mettre les mains dedans, etc. Bah, moi, je suis d'une école où, bah si, en fait, je suis le CEO, donc je mets les mains dedans. Donc, je suis dans l'opérationnel et je vais t'accompagner, je vais t'aider, on va sortir de la galère ensemble euh, là-dessus. Mais c'est pas pour autant que je vais micromanager, en fait. C'est tu es à un point A, tu vas aller à un point B. Moi, je veux absolument. Enfin, comment l'atteindre, en fait, ça ne me regarde pas. Je veux qu'on aille au point B. Il y a il y a des obligations, des obligations de comportement, des obligations de respect de pas mal de choses dans la boîte. Mais dès qu'on va toucher à des points précis, je m'en fous de savoir comment. Hmm. Ce que je veux, c'est que ça soit fait. Super. Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer comment tu as constitué et développé ton équipe aujourd'hui qui est composée de 14 personnes pour qu'elle soit aujourd'hui autonome et performante? Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile dans ce processus? Euh, de toute façon, je le vois chez tout le monde, hein, le plus difficile, c'est le recrutement. Donc, à partir du moment où on se met à recruter, il faut être aussi prêt à virer très vite. D'où la nécessité d'avoir des freelances au début. Moi, je suis encore à l'étape de freelance parce que c'est encore pas assez stable pour pouvoir me permettre d'avoir du CDI. Euh, on a besoin de cette rapidité de sélection, de sélectionner, de tester et d'approuver ou de désapprouver le travail et dire OK, on passe au suivant, au suivant, au suivant. Moi, j'ai une équipe commerciale, là, ça fait 3 ans, j'ai mis 3 ans à la monter et c'est seulement depuis un peu moins d'un an que j'ai l'équipe commerciale parfaite. Mais je suis passé par recruter. Je pense qu'il y a une dizaine de commerciaux qui sont passés, mais ça faisait pas l'affaire. Voilà, c'est au bout d'un moment, en fait, il y a des choses qui vont pas. Il faut savoir identifier très vite. Ça, c'est douloureux des fois. On n'a pas envie d'identifier, on n'a pas envie de se séparer. Et pourtant, on sait que c'est nécessaire. Mais à chaque fois s'il y a des valeurs qui ne sont pas partagées, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite que t'es sans pitié, en fait. Il n'y a pas de OK, stop, c'est fini. À chaque fois, c'est, si ça impacte trop l'équipe, il faut se séparer de la personne. Du coup, on prend la décision très vite Hmm. et on avance. Ok. Et tu as déjà eu justement, tu as déjà été confronté à ce cas de figure où Bien il y a des sûr, personnes qui n'étaient pas alignées avec les valeurs. oui, bien sûr, à 100%. Je pense que c'est l'inverse. Ça serait rare de dire que ça arrive à personne, surtout dans la partie commerciale, où il faut vraiment être dans un équilibre c'est une main de fer dans un gant de velours, en fait. Tout simplement, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a des personnes qui se croient les meilleures, qui ne le sont pas. Des personnes qui commencent à voler des leads à droite à gauche. Une fois, ça arrive, deux fois, ok. Au bout de trois fois, en fait, bah stop. On t'a expliqué qu'il y avait certaines choses qu'il fallait pas faire. Euh, c'est pas acceptable. Donc, moi, généralement, ma limite, c'est quand mon responsable n'a plus confiance en la personne. Il m'en parle, on met les choses à plat. Je fais, t'as plus confiance, ça sert à rien, on arrête avec la personne. C'est pas moi qui suis en relation avec elle, c'est toi. Si toi, tu peux plus, bah, on a cette chance de pouvoir s'en séparer correctement, et ben on le fait. Très bien. Super. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est structurée ton entreprise au niveau des pôles? Donc, Ouais. tu parlais du pôle commercial. Donc, j'ai un pôle commercial. J'ai pas beaucoup de pôles, hein. J'ai un pôle commercial, un pôle delivery, un pôle administratif.
D'accord, Donc, dans le delivery, on a regroupé tout ce qui est pédagogie et care. Euh, donc, le commercial, donc toute la partie vente et suivi des paiements, et l'administratif, donc ça va être la finance et toute la paperasse française liée aux entreprises. d'accord. Et du coup, c'est 14 personnes. Du coup, t'as combien de personnes dans le pôle commercial? C'est des Elles closers, sont, des setters? il y a un vrai débat sur Closer Setter. Euh, on est, alors elles sont 3, 4, 5, elles sont 5 dans la partie commerciale. Donc j'ai un head of sales plus ses équipes. Donc Mhm, j'ai des closers qui font leur setting. Et j'ai aussi deux setteuses aussi qui sont enfin une setteuse, un setter qui sont là aussi pour euh, aider les commerciaux, mais qui font quand même leur setting aussi de leur côté. mhm, Ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, Ensuite, on a une partie donc delivery où elles sont quand même pas mal. Là-dessus, on va avoir la formatrice, une deuxième formatrice également. On va avoir du customer care. On va avoir 5-6 personnes dedans. Et d'accord. après, on va avoir également du coup la partie admin. Là, il y a une seule personne. Et la partie marketing que j'ai oublié pour le marketing, où là, il y a la copywriteuse, le designer, le tech. Qui nous accompagne sur la réalisation de nos process. Ok. Tu fais également de la... Est-ce que tu fais 100% de l'organique ou tu fais également Moi, je des fais, ads? je fais l'inverse, moi, c'est 100% de la publicité. Ah, d'accord. Ok. Ouais, moi, je suis 100% SIA depuis le début. Hmm. Donc, du coup, tu as un média buyer ou c'est toi-même qui... J'ai fait les publicités jusqu'à un certain budget. Et arrivé à un certain budget, j'ai dit, OK, j'ai plus le temps d'aller itérer. Du coup, j'ai délégué à une personne qui fait les pubs. Donc, maintenant, ça se passe très bien là-dessus. Superbe. Ok. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la gestion de, justement, des projets avec les équipes? Comment tu les gères, les projets? Est-ce que vous avez un espace partagé pour pouvoir gérer les projets, assigner les tâches, qui est responsable de quoi, etc. C'est très, comment dire, on est très souple là-dessus. On a un Notion, évidemment. On avait ClickUp avant, on a quitté ClickUp pour passer sur des Notions pour une question de simplicité. Euh, mais il y a juste un responsable, il y a une tâche à faire. Moi, je suis de l'école où, encore une fois, c'est simplicité. J'ai pas besoin d'avoir tout un, euh, enfin, tout un suivi ultra complexe. Non, il y a une tâche. Ok, est-ce que enfin, en gros, c'est à faire, en cours, fait. Voilà, et annulé. Ça s'arrête là. Donc, maintenant, comme on a un modèle très simple, hein, c'est une formation, un tunnel, une campagne, ça ne demande pas de créer 40 000 projets à la fois. Moi, j'ai que deux projets, enfin, j'ai une formation, on a une deuxième maintenant, mais c'était la fameuse un tunnel, une formation, un produit, une offre. Et voilà. Et ça fait 3 ans que j'ai fait comme ça, et pour moi, c'est le meilleur modèle aujourd'hui. Trop bien. Et, quel est le premier système ou process que tu as mis en place et qui a changé ton quotidien? Comment, Tout le comment tu l'as processus mis en place? tout le processus commercial. Ouais, Moi, je suis 100% appel téléphonique. Donc, je suis passé de j'y connaissais rien à l'aspect commercial, etc., à aujourd'hui maîtriser, avoir, euh, avoir du coup 5 personnes, 5 personnes dedans qui maîtrisent leur CRM, qui maîtrisent leur process, qui maîtrisent leur discours commercial avec leur script, avec plein d'éléments de leur côté. Et c'est là-dessus où j'ai plus travaillé sur les 3 ans. trop bien. Mais Et ça m'a justement, demandé de le maîtriser d'abord, par contre. Comme je ne le connaissais pas, ça m'a mm, demandé de le maîtriser sur le bout des doigts pour ensuite euh, pouvoir trouver la personne qui allait diriger ce pôle-là. Et une fois qu'on a cette personne-là, en fait, tout se passe beaucoup mieux. et justement, la personne que tu as recrutée, qui aujourd'hui peut-être est Head of Sales, et même tous les commerciaux, tu dis que tu as beaucoup testé, beaucoup de Mm. recrutements. Comment tu les as trouvés? Est-ce que tu as posté une annonce, tout simplement, ou tu es allé les chasser? Ma head of sales, c'est un concours de circonstances. Dans le Mhm. sens, c'était mon ancien head of sales qui l'avait recruté pour être sales. Et par plein de circonstances, en fait, mon ancien head of sales est parti et j'avais directement décelé chez elle une grande, euh,
de grandes capacités. Donc en fait, dans ma tête, c'était clair dès le début qu'elle allait devenir head of sales chez moi. Et ensuite, mes sales, honnêtement, avec le peu d'abonnés que j'ai sur Instagram, j'ai OK, je recherche un sales. Est-ce que quelqu'un dans mon entourage qui a quelqu'un à me recommander? Oui. Moi, je marche que à la reco. La reco. Donc c'est que de la reco. Je suis pas le meilleur en recrutement, mais la reco, c'est ce qui marche le plus. Donc j'ai 1000 abonnés qui se battent en duel sur mon compte Instagram. C'est suffisant pour recruter ce qu'il y a besoin. Trop bien. Et donc, au niveau de, par exemple, si tu devais parler de ton process d'onboarding, comment ça se passe? Est-ce que c'est les sales qui font une partie de l'onboarding? Non, non. Tu parles de l'onboarding client? Ouais, Ouais, non, non. Le sales, son travail termine à partir du moment où la personne a signé le contrat. Donc, elle d'accord. a signé le contrat, après, suivi des paiements, qui est une autre histoire. Euh, mais une fois que la personne a signé son contrat et qu'elle arrive chez nous, j'ai une personne qui va appeler notre cliente pour être certain qu'elle a eu tous les éléments. Une fois que c'est fait, donc on va lui réexpliquer un peu tout le processus dans lequel elle va arriver. Et la veille de la formation, on va la rappeler pour confirmer que demain elle rentre bien en formation. Et ensuite, tout simplement, après avoir reçu quelques emails, elle rentre en formation, puis on fait un suivi après pédagogique. Une fois par semaine, on va les appeler. On utilise Circle, nous, comme plateforme communautaire, Mhm. qui nous a vraiment changé aussi la vie sur tout l'aspect delivery envers nos clientes. Avant, vous étiez sur quoi? Avant Circle? On avait un groupe Facebook. D'accord, On avait groupe un groupe Facebook. Facebook qui a fait très bien l'affaire pendant 2 ans et demi, mais Facebook, on n'a pas assez de contrôle. Ça devient une plateforme vieillissante qui n'est pas du tout à jour pour les besoins que nous avions. Et du coup, on a basculé sur Circle très vite. D'accord. Et qu'est-ce qui s'occupe? Je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent sur Circle pour répondre aux questions, etc. Toi, tu es très dans l'opérationnel. Du coup, est-ce que toi aussi, tu interviens sur Circle? Non. Moi, comme je disais, la formation, j'y connais rien. Je connais pas la formation. Hmm. Donc, j'ai juste ma formatrice qui est exceptionnelle dans son rôle. J'ai maintenant des customer care qui sont exceptionnels dans leur rôle. On a juste pris le temps, des choses basiques, c'est bienveillance, transparence. Il y a un problème, on adresse le problème, on communique avec la personne, on la rassure. Une personne ça restera, mais une personne qui va un peu s'énerver par email, il y a une raison pour laquelle elle s'est énervée. Donc, on ne prend pas pour nous, on va comprendre, on va aller chercher, on va rassurer et on va résoudre très rapidement la situation de la personne qui, au final, est ravie de voir qu'on a su l'écouter et on a su résoudre son problème. Ok. Et par exemple, comment, au niveau du CARE, comment vous récoltez les témoignages clients? Est-ce que vous les questionnez un peu tout au long du parcours pour voir un petit peu leur Non, évolution ou... non, non, nous, ce qu'on a fait, c'est que dès la fin de la formation, en fait, avant qu'elles accèdent nous, on a mis en place un certificat de réussite à la fin de la formation. Donc, si elles veulent Elle le dure combien de passer, temps la formation? la formation, elle dure 4 semaines aujourd'hui. Il y a quatre D'accord. semaines de formation, 3 mois d'accompagnement. Euh, mais avant de finir leur formation, en fait, on leur demande de donner leur avis, en fait. Donc, elles peuvent pas accéder au dernier module sans avoir donné leur avis. Ce qui nous permet, nous, d'être ultra efficace sur la récolte des avis et ensuite de leur proposer en fonction de leurs réponses, soit on va les recontacter, parce que ça peut arriver aussi qu'avec une personne, elle soit moins satisfaite que d'autres. Ça reste très rare, heureusement. Et si elles sont très satisfaites, on leur propose simplement d'aller sur Trustpilot, un peu de donner leur avis honnête sur la formation. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir plus de 300 avis sur Trustpilot sans trop forcer en fait. Trop bien. Pas mal comme stratégie pour recueillir des C'est témoignages. simplicité, efficacité. Yes. C'est Euh, où est l'endroit charnière, en fait, où elles n'auront pas le choix de donner leur avis. C'est juste ça. Merci Euh, pour ce partage, pour ce tips. Ça peut, ouais, je pense, aider beaucoup de personnes qui parfois un peu galèrent pour recevoir des témoignages clients. Donc, c'est ça. Juste obliger les personnes à faire le témoignage. On rajoute une petite section pour accéder au dernier module. Donne-moi ton avis. Est-ce qu'on aurait pu améliorer les choses? Comment on pourrait l'améliorer? Qu'est-ce que tu nous suggérerais? Quelle note tu nous donnes? Le NPS est super important. Euh,
Et avec les Typeform ou Tally, il y a tellement de possibilités derrière qu'en fonction des réponses, on peut très vite recevoir une alerte, contacter cette personne parce qu'elle n'est pas contente ou parce qu'elle a donné une note inférieure à 4 et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Hmm, Donc, très trop puissant. bien, trop bien, trop puissant. Et au niveau de la gestion quotidienne de ton business, au niveau de la gestion des opérations quotidiennes, est-ce qu'il y a des outils, des logiciels ou des IA que tu affectionnes particulièrement? Slack pour communiquer. Moi, je suis anti-WhatsApp. WhatsApp, c'est privé. Si on parle business, c'est que dans le Slack, sauf méga urgence. Oui. Dans ce cas, la méga urgence, j'autorise le WhatsApp. C'est arrivé peut-être 3 fois, voilà, en 3 ans. Euh, donc Slack, Notion pour la partie euh, Notion, j'utilise plus pour la partie wiki de là-bas, donc les SOP, etc. Pas forcément pour d'autres choses, un peu de gestion de projet, mais comme je te disais, les Ouais, gestions de projet, c'est très simple chez nous, donc oui. on on n'est pas trop, on va dire, je Et dirais tout même, ce on qui n'est pas est... encore assez accurate dessus. On utilise aussi, moi j'utilise beaucoup lors des réunions, Fireflies, tu parlais d'IA. Pour moi, Firefly, c'est juste. Où il y a Firefly, c'est Note Taker, je crois. Moi, je suis Team Ouais, Fireflies. pareil. C'est juste incroyable. J'ai plus du tout à m'inquiéter de la prise de notes. J'ai plus du tout à m'inquiéter de tellement de choses grâce à ça. Ça coûte 20 balles par mois. C'est juste. Mais je comprends. Moi, j'irai même plus loin, je dirais. Je comprends pas comment on peut être aujourd'hui euh, dans l'infoprenariat, à distance, en tant que CEO, sans Fireflies ou Note Taker. On est d'accord. Euh, Parce que ça enregistre la conversation. La personne sait en face que c'est enregistré, évidemment, parce il y a la fenêtre qui apparaît. Et ça peut résoudre énormément de conflits également. Parce que, ah ben j'ai dit ça. Ah bon, bah, on va écouter. Et justement, Euh, Fireflies, tu l'utilises dans quelle situation? enfin, tous les rendez-vous. Là, tu Tous vois, on les l'a pas rendez-vous. parce que c'est entre nous. Mais Oui, tous mes rendez-vous, il y a Fireflies qui va me permettre de toujours avoir le compte-rendu de la conversation. J'ai un secrétaire, un IA à 20 euros qui va rien oublier. c'est ça. Donc, l'erreur est humaine. Bah, avec l'IA, juste à enregistrer, prendre des notes. Donc, c'est juste trop bien. Après, moi, j'utilise énormément Make quotidiennement, ChatGPT C'est toi-même évidemment. qui fais des automatisations? Je fais une grande partie moi-même. Et quand je bloque un peu, soit quand je bloque, quand j'ai pas trop le temps, je fais un petit loom. Je dis, tiens, j'ai commencé ça. Je donne ça à mon tech qui est juste monstrueux. Et ce qui va me prendre 1 heure, il peut le faire en 2 minutes. Donc, euh, donc voilà. Quand tu dis ton tech, en fait, c'est quoi? C'est son rôle, ses spécialités, justement. Il est de c'est un no-codeur en fait. Tout Ouais, simplement un no-codeur. Hein. Il fait du dev, mais il est aussi no-codeur. Et c'est le combo parfait. Donc moi je suis pas du tout dev. Le no-code je l'ai fait avec toute l'expérience que j'ai acquise. Donc une grande partie que je peux faire tout seul. Mais maintenant comme je demande un peu plus de réflexion derrière, je fais appel à quelqu'un d'autre tout simplement. trop bien. Ok. Et justement, puisque tu parles de Make, quelle est l'automatisation qui t'a fait gagner le plus de temps? Ah, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Hein, parce que, comme je disais, moi, mec, je paye 50 euros par mois. Si je devais effacer mec et prendre quelqu'un à la place, ça me coûterait peut-être 4 000 euros par mois, minimum. Parce que je fais que je fais que des tâches à faible valeur. Donc, par exemple, moi, quand je fais une vente avec mon CRM, ça va envoyer l'information du coup à mon LMS. Donc, LMS, c'est mon Learning Management System. Donc, ça peut être Thinkific, Teachable, tout ce qui est connu pour héberger une formation. Vu que j'ai aussi un organisme de formation, euh, j'ai un- j'ai une automation qui me permet de faire rentrer automatiquement la personne en formation sur la plateforme du CPF et de la sortir également automatiquement. Donc, j'enlève encore une personne qui doit cliquer, aller sur le CPF, cliquer, etc., etc. Ça, moi, j'ai personne qui le fait. C'est fait automatiquement dans la machine. Donc, je dois avoir une bonne trentaine, voire quarantaine d'automatisations qui font gagner Ok, mais un temps qui tourne constamment, constamment, constamment. trop bien. Super. Et plutôt Team Make que Zapier. Zapier, ça fait 4 ans que j'ai arrêté. Zapier, Ouais, ça coûte un rein. oui, c'est vrai. Et, euh, ouais, en fait, moi, je suis un geek. Make, quand je suis sur Make, j'ai l'impression que je suis en train de jouer. Et c'est ça qui est trop bien. Donc, et puis, Make, ça coûte aussi beaucoup moins cher.
Mm. Sur Zapier, j'étais à 300 euros par mois. Sur Make, je suis à 50 balles par mois. Ah ouais. Donc, ça demande un peu plus de prise en main au début. Mais si les personnes sont prêtes à passer allez, 5 heures juste pour apprendre, juste pour apprendre en 5 heures, ils économisent à l'année, bah, tu fais le calcul, hein, entre 300 euros par mois sur un an. Donc, on arrive à 3600 euros. Et Make à 50 euros par mois. Bah, on fait vite le calcul et on se dit, bah, je vais passer sur Make. Clairement. D'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui veulent s'y mettre, aux Sur Make, automatisations? Ouais, sur Make. juste YouTube, c'est Ouais. juste YouTube, il y a tellement de choses à prendre le temps. En fait, comme je disais tout à l'heure, déjà, c'est pas juste aller dessus et dire, ah, je comprends rien. Oui, Si tu vas sur oui. Make, c'est normal que tu vas rien comprendre parce que c'est une nouvelle compétence et le cerveau, comme il a horreur de passer pour un abruti, il va te dire, viens, on va faire autre chose. Donc, pas cette étape de tu es stupide, c'est normal, on l'est tous au début quand on apprend quelque chose de nouveau. Tu vas sur YouTube, tu dis OK, démarrer sur Make. Il y a Shuban qui fait des vidéos qui sont très bien pour démarrer. Mais il y a plein d'autres tutoriels. Et prends le temps, juste mets un chrono à chaque fois que tu mets, tu dis OK, cette semaine, je vais passer 1 heure par jour sur Make. L'objectif, ça va être de faire une petite automatisation que un, quand je reçois un formulaire, je veux que ce formulaire puisse envoyer les informations dans mon spreadsheet sur Google. Et voilà, juste ça déjà. Et au fur et à mesure, OK, comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais faire ça? Il y a, il y a une super communauté. En fait, en France, il faut savoir qu'il me semble, on a la plus grosse communauté de no-codeurs au monde. Hmm. Euh, et il y a une plateforme sur Slack, c'est No Code France, où tout le monde répond. Enfin, c'est l'esprit très hacker, white hack. Donc en fait, ils sont tous en train de donner des tips tout le temps. J'ai un problème ici sur l'automatisation, je fais un loom, je l'envoie, et tout le monde fait ça gratuitement, et entre nous, en fait, on s'aide à, Ouais, il y a à- cette communauté d'entraide. c'est Ouais, ça. c'est important. Donc, No Code France, s'ils veulent commencer l'automatisation, c'est vraiment très bien. Superbe. Ben, merci pour ce tips. Hmm. Yes. Et on va parler KPI là. Si un entrepreneur devait choisir, allez, un seul KPI pour suivre sa croissance, la croissance de son business, qu'est-ce que tu conseillerais? Le profit. Tu peux faire 1 million, tu peux faire 2 millions, mais si derrière, t'as pas de profit, en fait, ça sert à rien. J'ai des potes qui font 10 000 euros par mois, qui font beaucoup plus de profit que d'autres qui font 100 000 euros par mois. Ouais. Donc, la seule KPI à regarder, c'est comment faire plus de profit. Sans, bien sûr, sans impacter la qualité de la formation et du suivi. C'est que le profit, hein, le business, hein. Hmm. On n'est pas un organisme caricatif, on n'est pas, non, on fait du business. Le business, c'est du cash. Le cash, il faut en avoir. Donc, si tu fais 100 000 balles mais que derrière, tu n'as pas de profit, bah, tu n'as pas de business. Hmm. Ça dépend de ce que tu veux comme objectif. Mais au bout d'un moment, en fait, si tu as envie de bien manger, c'est bien de faire un business à 100 000, puis en France en plus. En France, voilà, t'es à Londres ou aux États-Unis enfin, ou à Dubaï, l'argent du Toi, ton business, c'est le business, il est tien. en France. Ah, Ta structure, elle est moi, il est 100% français, parce que j'ai pas le choix. Je suis un organisme de formation. CPF, Voilà, bien etc. Ouais. sûr. Ouais, Hmm. donc là-dessus, on est ultra encadré, et heureusement, parce qu'il y a eu tellement d'abus quelques années. C'est ça. Mais en France, on doit faire super attention. Donc, on n'est pas à Dubaï où l'argent de la boîte, c'est ton argent. Ça serait tellement bien. J'avoue, je suis le premier à dire, ouais, génial, tu vois. Mais non, c'est pas possible. Donc il faut trouver des stratégies, des optimisations à travers l'IA et l'automatisation pour bah, économiser des postes. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est plus automatiser pour mieux humaniser. Ouais. Donc, je mets l'humain juste au bon endroit. Pas partout, mais il y a des endroits où c'est nécessaire. Du coup, bah, il y a des fois, j'ai essayé d'automatiser des endroits et je fais non. Ici, c'est pas possible. On a essayé, ça marche pas. Il y a besoin d'avoir une personne qui soit présente pour, euh, C'est bah, ça. pour aller Tu plus vas vite, quoi. surtout automatiser, comme tu disais, c'est les tâches à faible valeur ajoutée ou répétitives aussi. Bah, c'est que ça, hein. Mm. C'est que ça, hein. Donc, moi, une personne qui fait des copier-coller dans une boîte, excuse-moi, mais je peux pas te payer 1000 balles pour te faire des copier-coller. J'ai pas besoin de C'est ça. toi. Donc, si ta seule compétence c'est de faire ça, bah, faut apprendre une nouvelle compétence. Désolé pour toi. Oui, parce que tu vas vite être remplacé. Enfin, quand tu vois toutes les possibilités de plus en plus depuis 2 ans, ce que ça a permis, et les gens, ils sous-exploitent encore largement, que ce soit ChatGPT, Claude, Grok aujourd'hui. Euh,
c'est encore sous-exploité de ouf. Hmm. Je t'ai pas posé la question, ça me vient là. Ton CRM, tu le gères sur quoi? Sur Notion aussi? Non, moi je suis anti-Notion pour tout ce qui est CRM. Ouais. Moi j'ai fait des choses un peu grandes. Je suis passé sur HubSpot, où Hmm. c'est un des plus chers du marché. Mais je me suis obligé à aller là-dessus parce que je savais que ça allait aussi m'obliger à avoir des résultats. Parce qu'il est très cher. Il est très très cher. Il fait partie des. Je pense que c'est le plus cher CRM aujourd'hui. Ouais. Euh, mais par contre, il me permet une sérénité et un suivi euh, tellement précis que aujourd'hui, je serais pas capable de bosser sans HubSpot parce que on a un suivi des sales en fait qui est moi, c'est mon cœur du business. Hein, les sales, j'ai pas de sales, j'ai pas de vente. J'ai pas de vente, j'ai pas de business. C'est ça. Donc, et comme je maîtrisais pas à la base, j'ai dit ok, bah, je vais tout mettre en place pour maîtriser. Et je me suis mis sur HubSpot où j'y connaissais rien. Aujourd'hui, HubSpot, je le maîtrise de manière assez sympathique pour me permettre d'avoir des résultats que j'ai aujourd'hui. Superbe. Ben écoute, on arrive presque à la fin de cet épisode. Quelle a été ta plus grosse leçon en structurant ton business? Plus grosse leçon. euh, Quelle a été ma plus grosse leçon en structurant mon business? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, attention à bien déléguer plutôt qu'à abdiquer. Ça, Hmm. c'est quelque chose où si on sent qu'il y a un élément qui va pas, c'est pas en face le problème, hein, c'est nous-mêmes. Hein. Donc, les... et moi, j'aime maîtriser avant de déléguer. Oui, Donc, la plus grosse erreur, c'est de déléguer avant de maîtriser. ouais, On délègue ce qu'on fait déjà, pas ce qu'on veut faire plus tard. Donc, prendre le temps, prendre un bouquin, se former sur YouTube. On maîtrise, mais on maîtrise pas de manière excellente, mais juste on maîtrise des bonnes bases, on a compris. Ok, j'applique pendant quelques mois et ensuite je trouve une personne qui va être meilleure que moi. J'ai vendu ma propre formation pendant les premiers mois et j'ai fait Head of Sales jusqu'à 30 000 € par mois, mais j'étais capé et je me suis rendu compte que j'arrivais plus à avancer. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, il me faut un Head of Sales parce que je suis bloqué. Le Head of Sales, en l'espace de 2 mois, on est passé de 30 000 à 80 000 ouais. en deux Ah, mois. c'est Donc, clair. juste parce que je maîtrisais, mais j'ai trouvé quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, qui était meilleur que moi, mais qui allait avoir mon retour et mes ressentis sur mon business. Chaque business est différent. On ne peut pas s'attendre à recruter quelqu'un en pensant qu'il en sait plus que nous, sans qu'on lui dise déjà que ce que nous, on sait. Donc, c'est une grosse erreur aussi de penser ça. Donc, faut prendre le temps. Prendre le temps, prendre le temps, prendre le temps. Et ça prend toujours beaucoup. Le recrutement prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. C'est ça. Et c'est très important là ce que tu soulignes parce que, il y en a beaucoup qui font l'erreur de déléguer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et je comprends, mais c'est parce que aussi euh, on entend beaucoup trop bah justement le fait que si tu sais pas, tu délègues, c'est pas grave. Il faut trouver, il faut déléguer. Mais non, en fait, c'est l'inverse. Si tu maîtrises pas, eh ben t'as le temps. Tu veux faire un business pour 1 an ou pour 10 ans? Ok. Si t'as pas la trésorerie, ouais, excuse-moi, bah, trouve un autre taf à côté. Et ton business, c'est un side project. Comme ça, tu peux nourrir ta famille ou qui que ce soit derrière, mais tu trouves le taf à côté et tu développes à côté ton business. Et comme ça, tu prends le temps de découvrir l'aspect commercial, l'aspect marketing, tu itères, tu testes et t'avances. Mais tu ne délègues pas des choses que tu maîtrises pas. Hmm, C'est la meilleure façon de ralentir au final. Donc, clairement. trop dangereux. Super. Ben, merci pour ce rappel qui est quand même important. Mm. Et ben, écoute, je te laisse le mot de la fin. Si un entrepreneur veut passer de solo, d'indépendant, à chef d'entreprise qui s'entoure d'une équipe en espace, allez, de 6 mois, quelles seraient les 3 actions clés à mettre en place? Euh, les 3 actions clés. Bah, trouver les endroits où lui, il est indispensable déjà. Et être certain que c'est là où il est indispensable. Mhm. Parce que des fois, on pense qu'on est indispensable à un endroit, et en fait, pas du tout. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment analyser ses propres forces et se dire, OK, et il y a la fameuse matrice avec je suis compétent
Je suis compétent et je veux pas déléguer. Je suis compétent, je veux déléguer. Je suis incompétent. Je les ai plus par cœur. Mais il y a cette matrice-là qui est juste exceptionnelle pour justement trier ça. Et ensuite, plutôt que de chercher à déléguer, euh, par exemple, pour monter mon équipe commerciale, j'ai d'abord recruté un head of sales. Et c'est lui qui va m'aider après à recruter les sales. Plutôt que de recruter juste, enfin, j'aime pas trop ce que je viens de dire, mais plutôt que de recruter un commercial, non, je recrute le responsable. En fait, c'est vraiment chercher le responsable du pôle qui va pouvoir m'accompagner à recruter d'autres personnes. C'est ça qui est très important. Donc, recruter une tête pensante plutôt que quelqu'un qui va exécuter. Donc ça, c'est important, faire la différence entre le fameux build et le run. Le CEO, c'est un builder, c'est pas un runner. Il doit Mm. faire du run, mais il doit aussi se focaliser sur le build. Donc, euh, donc c'est pas forcément, comme tu m'as demandé, trois choses précises, mais c'est plutôt des façons de penser, des façons d'analyser et de prendre des décisions qui sont super importantes. Et moi, je me suis formé à 100% dans le livre, hein. Donc, il y a des livres aujourd'hui qui sont absolument exceptionnels pour recruter, pour la vente. Enfin, la vente, elle est sous-exploitée, la vente aujourd'hui. La plupart des problèmes, le seul problème des gens aujourd'hui, c'est juste la vente. C'est pas le marketing, c'est la vente. Donc, Oui. ayez C'est une confiance à votre compétence qui produit. s'apprend. Mm. C'est ça, ouais, la vente, en 6 mois, si on faisait juste 1 heure par jour à apprendre la vente, on serait tous bien meilleurs. Exactement. C'est vrai que souvent, on revient à la peur de vendre. Et alors que c'est une compétence qui se développe et qui s'apprend, quoi. Bien sûr, parce que le marketing, rien n'a été inventé depuis des années en marketing. La VSL, ça fait 10 ans que c'est là. Le webinaire, ça fait 10 ans que c'est là. Les emails, ça fait des années que c'est là. Bref, il y a rien à réinventer en marketing. Et en commercial, c'est pareil. Il faut juste connaître les fondamentaux de la vente, ne pas hésiter à utiliser des bonnes stratégies. Et comme on dit, hein, si votre produit il est parfait, c'est votre responsabilité pour le faire découvrir au plus grand nombre de personnes. Donc, et si vous êtes incapable de vendre votre produit, pourquoi quelqu'un d'autre en serait capable? Clairement. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce mot de la Ok. fin. Si les gens veulent venir te suivre, c'est quoi le meilleur moyen? Moi, c'est Instagram. Instagram, Yann Nolwenn. Et puis, j'accepte tous ceux j'accepte tous ceux avec qui je pourrais aller boire une bière. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est la raison numéro une. Superbe. Ben, merci beaucoup. Merci, et merci à tous d'avoir écouté Solo to CEO. Si cet épisode vous a apporté de la valeur, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager à un entrepreneur qui en aurait besoin. À très vite pour le prochain épisode. Bye bye. Au revoir, Yann. Au revoir.